Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi comme toujours de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée. Elle est la plus grande copine des enfants, tous âges confondus, avec Bécassine, le lapin, Voulez-vous danser grand-mère, Pandi Panda ou encore le Chaboté et tous les autres tubes qui l'ont fait connaître. Aujourd'hui, l'actrice et chanteuse Chantal Goya est notre invitée pour 4 actualités. 3 grandes actualités dont nous allons parler évidemment, mais d'abord notre coup de cœur June the Girl sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour June the Girl. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui, d'être mon coup de cœur. On démarre cette émission et c'est une grande première avec vous parce que d'habitude on finit avec le coup de cœur. Mais aujourd'hui, eh bien, le bonheur de démarrer avec vous et de vous découvrir. Merci d'être mon invitée pour découvrir votre univers musical que vous définissez comment, June? Alors, mon univers musical, je le définis avec du dualité, beaucoup de pop. Et dernièrement, je me suis affirmée avec tout ce qui est séries d'horreur, films d'horreur, quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. J'adore ça, les films d'horreur. J'y retrouve, je sais pas comment expliquer, mais le monde dans lequel on vit, des fois, est assez hors contrôle et la réalité me fait plus peur que dans un film que finalement on peut arrêter et du coup on a à peu près la gestion de nos émotions et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est bien dit et d'ailleurs on va le découvrir pour ceux qui souhaitent écouter et voir votre titre, les Reason Why, puisque vous en faites un clip très, très sympa à voir avec justement cet univers que vous venez de nous faire découvrir. C'est une pop contemporaine qui déroule vos humeurs, c'est dit comme ça. Alors bien sûr on va le découvrir dans un instant, mais d'abord le début. Vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Marseille, avec un passage à l'adolescence en Guyane, Tout à fait. avant de revenir à Paris. Aujourd'hui vous avez 28 ans et vous avez près de 10 ans de musique au compteur. Comment la musique est arrivée à vous ou inversement? La musique, ça arrivait assez naturellement. Je suis pas issue d'une famille musicienne ou passionnée par ça. Je crois juste que ma mère, à une époque, mais je ne connaissais pas cette époque vu que je n'existais pas, elle a fini premier prix d'accordéon, mais c'était pas quelque chose qui tournait autour. Et je sais pas, comme certains préfèrent faire de la danse, d'autres apprendre un instrument, d'autres faire de la lecture. Moi, mon échappatoire et là où ce que j'aimais faire, c'était chanter. Très tôt, on a appris des comptines qu'on passait sur le radiocassette à la télé. C'est comme ça que en fait ça a commencé. C'est très marrant parce qu'on a Chantal Goya tout à l'heure, Oui. alors j'imagine que ça devait faire partie Bien des sûr. personnes qui vous ont inspiré. Tout à fait. Bah, c'est des classiques. Et après, bah, j'ai connu Laurie. J'ai connu Oui. Jennifer. Ma meilleure amie. Voilà, tout à fait. Et j'ai grandi en écoutant après un peu plus vieille Avril Lavigne, Taylor Swift qui a été une vraie révélation. Ça m'a poussée à apprendre la guitare puisque je voulais apprendre toutes ces chansons. Et après avoir fait on va dire cet apprentissage, j'ai voulu me lancer un peu plus dans la musique. J'ai tenté la nouvelle star. Et suite à ça, j'ai commencé à composer à 18 ans en fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de choses il n'y a pas eu de révélation, c'est plus, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, ça me faisait du bien et j'ai voulu continuer, ça a été assez naturel. Vous avez grandi avec ça. Vous êtes repéré par Antoine Ezertier, qui est réalisateur de Vianney, Boulevard Désert, compositeur également d'autres artistes. Et vous signez avec lui vos premiers titres qui explosent en radio. Un premier EP déjà. Tout à fait. C'était juste avant le confinement, en 2020. Alors ça c'est le deuxième EP qui est de 2020. Le premier EP il était sorti en 2016, je crois 2015. Ouais, Comment c'est ça, s'appelait 2016. ce premier EP? C'était un EP éponyme qui s'appelait June the Girl. Et donc après il y en a un deuxième qui s'appelle Emotional. Oui. Alors ça c'était un single. Non, c'était un EP éponyme, ouais. De C'était un votre EP nom, éponyme, avec bien sûr. donc ce titre Emotional, c'est ça? Oui. Qui contient donc ce titre-là pour cette EP avec I Say Love Oui. en playlist sur pas mal de radios, Virgin, RTL2. On va se rafraîchir la mémoire. Why do we feel so emotional, baby? Why do we feel so sentimental, baby? I say love, 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 love. Et donc suite à ce succès, vous décidez de changer d'équipe pour changer d'image, aussi avec un nouveau label.
Tout à fait. qui s'intitule, et vous allez nous le dire, je crois que c'est Intense. Intense, oui. Intense, ça se dit intense, j'aime bien le dire en anglais, mais bon, c'est bien intense. C'est un nouveau label pop et donc vous vous affirmez aujourd'hui comme une petite fille ou une femme peut-être, parano qui fait l'amour et la gueule avec donc cette EP-là, I'm the Girl, dont le titre est Les Reasons Why. C'est un titre tiré peut-être, vous allez me dire si je me trompe ou pas, de la série 13 Reasons Why sur Netflix. Ça a résonné en moi comme ça. C'est une influence, oui, bien sûr. C'est une influence. Comme je l'ai dit, je suis fan de films d'horreur, de séries d'horreur, mais pas que. Surtout pendant les périodes du confinement et même avant, je me suis beaucoup réfugiée dans tout ce qui était séries et films. Et 13 Reasons Why, c'est une série, notamment la première saison, qui m'a beaucoup bouleversée, qui me parlait beaucoup. Très fort sur le harcèlement scolaire, sur la dépression à l'école. Tout à fait. Et je suis fascinée par la pop et tout ce qui est pop culture, donc essayer de créer à partir de tout ça, en fait. Voilà. Eh bien, on va découvrir la chanson dans un instant, Les Reasons Why. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, vous, dans cette chanson-là? Dans les Reasons Why, Oui. j'y parle déjà quand vous parliez de créer avec une nouvelle équipe, une nouvelle image. C'était pas une envie marketing, une envie de changer. C'était surtout mon histoire qui a changé, qui a évolué, et je me sentais plus en corrélation avec ce que j'avais pu faire avant, puisque comme je suis compositeur-auteur, je suis toujours très très fière de ce que j'ai fait, que ce soit avant, maintenant ou plus tard. Mais disons qu'on évolue, on grandit, et il y a des choses qui peuvent nous paraître passées. Et après avoir vécu beaucoup de choses, j'ai eu le besoin de dire autre chose. J'ai grandi aussi, donc le besoin de s'affirmer. Et les Reasons Why, c'est un peu une histoire je raconte mon mal-être qui finalement est assez universel. On a des problèmes qui sont universels. J'y parle de la dualité. Je parle du bien comme du mal, que je suis fascinée par le bien comme le mal. Je parle de ma folie qui me détruit certains jours, mais toujours ce sentiment d'espoir et l'envie de continuer. Je peux pas m'arrêter là. Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'essaye de pas me laisser avoir par toutes ces choses-là, mes problèmes. On découvre alors. Ce qui est autour. Il doit y avoir des reasons why. Il doit y avoir des reasons why. J'ai complexe de Peter Pan, trop d'envie sur trop d'écran, tous ces vampires autour de moi qui bouffent mon sang et mon sang-froid. Je crie souvent toute seule, je t'aime, je pleure ce que la vie emmène. Sans la musique, je serais en HP. Et vous, en fait, comment vous allez? Tous ces trucs aux infos nous ont fuckés. Y a des drôles de héros, des tombes bien creusées. J'ai la folie, des idées noires et vides. Je fais partie du clan des virgins suicides. Je sais pas si j'y suis. Et qu'est-ce qui m'assassine? Fille de les beaux skis et d'un couteau de cuisine. Il doit y avoir des reasons why. Il doit y avoir des reasons why. J'ai la On est en train de découvrir les Reasons Why. L'anglais est compliqué pour moi, de June the Girl sur l'antenne de Radio J. C'est un titre qui sera dans le prochain EP de notre artiste June the Girl, qui s'appellera probablement I'm the Girl volume 2. De quoi va parler cette EP? On l'a un petit peu évoqué il y a quelques instants, évidemment, sur cette antenne. On a aussi envie de découvrir une chanson en guitare-voix, puisque vous êtes en face de moi, June. Et donc, je vous laisse à votre guise. Ce sera quel titre? Alors c'est la chanson Cavallo Bates Motel qui fait aussi partie de mon EP I'm the Girl qui est sorti en mars 2020. Et voilà, c'est une petite reprise guitare-voix. On découvre. Alors, on est tous un peu Norman, un peu Bonnie, un peu Clyde. Thelma ou Louise, on a peut-être tous des idées bancales et peut-être tous une chambre qui nous attend au Bates Motel. Rendez-vous au Bates Motel, 3h du mat, Michigan Avenue, j'ai compris qu'on était pareil, qu'on était foutus, tout était foutu. Toi trempé
frappé par ta cavale avec juste une clé, pas celle de mon cœur, une Mustang et son rouge brutal. On était preneurs, on était preneurs, on était preneurs. Filé à l'anglaise dans une américaine, un peu défoncé au bord du danger et des falaises. On roulera loin devant et le reste on s'emballe, on s'en balance, on fuira librement et nos démons seront des anges. Y'a que nous deux d'importants. Et la nuit est feu, la nuit est blanche, ivre mort innocent. Et nos démons seront des anges. Oh, Bates Motel. On est tous un peu Norman, un peu Bonnie, un peu Clyde. Thelma ou Louise aussi des bancales, avec une chambre pareille au Bates Motel. Au Bates Motel. Au Bates Motel. Au Bates Motel. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, June the Girl sur l'antenne de Radio J. Je rappelle, votre premier EP a dépassé le 1 million de streams et fédéré plus de 25 000 nouvelles écoutes mensuelles. Plusieurs titres de votre EP se retrouvent également dans des playlists. New Music Friday, exception française, pop fraîche, francophone, alternative pop sur les plateformes Spotify ou encore Apple Music. Vous faites aussi partie de la compilation Douce France, parue chez Play2, entourée de nombreux artistes de votre génération. Récemment, vous développez des lives. Où est-ce qu'on peut vous écouter prochainement? Alors, le 16 décembre, justement, je passe à Paris sur la scène du Charlie. C'est dans le 11e. Au 52 rue Sébastien. Tout à fait. Et j'espère que vous viendrez nombreux et que vous braverez le froid, parce qu'en tout cas, ce sera un concert de l'enfer. Et vous allez nous réchauffer, évidemment. Des dates live aussi en 2023 avec une équipe de choc, j'imagine. Vous dites que ça va saigner. Et toutes les premières parties, je crois, de Divaphone. Non, ce n'est plus d'actualité. Ah, c'est plus d'actualité, mais c'est pas grave. En tout cas, on sait qu'on peut venir vous voir le 16 décembre à 20h30, 52 rue Saint-Sébastien, Paris 11e. Merci beaucoup pour cette très très belle découverte. Merci à vous pour votre invitation. Mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Allez, tout de suite, on va accueillir notre invitée, Chantal Goya, sur l'antenne de Radio J. Merci encore, June. C'est un roller coaster où je traîne mon mal de cœur, où je tourne sur moi-même. J'ai les yeux qui se taillent, ma cervelle qui se l'écaille dans ce putain de système. Je suis qui? Je suis quoi? La fille n'importe quoi. Je suis qui? Je suis quand? La fille n'importe comment. I'm the girl. Je suis la fille parano qui fait l'amour et la gueule. I'm the girl. Je suis la fille des glingos, un peu trop souvent toute seule. I'm the girl. Y'a mes rêves qui débordent, je coule dans le désordre jusqu'au grand naufrage. Mais qu'est-ce que tu regardes derrière les vagues à la mes likes Instagram? Je suis à qui? Pas à moi, la fille n'importe quoi. Je suis accro, je suis à cran, la fille n'importe comment. I'm the girl. Je suis la fille parano qui fait l'amour et la gueule. I'm the girl. Je suis la fille des glingos, un peu trop souvent toute seule. I'm the. J'ai de la mélancolie qui se pend à mon cou, des accords, des accos. Des crimes et mes délits m'ont cramé tout l'ego, des balles dans le cerveau. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avec nos auditeurs et moi-même sur l'antenne de Radio J. C'est un bonheur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que vous sortez d'une interview à l'instant, une autre interview je crois. Vous ne chômez pas avec une quadruple actualité. Vous avez toujours la pêche pour aller à la rencontre de votre public. C'est incroyable. Où est-ce que vous puisez cette force incroyable-là ? Je l'ai dans l'amour du public qui me le transmet. Et puis j'aime tellement faire plaisir. Vous savez, ça fait partie de ma vie. J'aime donner parce que je suis l'aînée de 5 enfants et que j'ai toujours donné dans ma vie, donc c'est naturel chez moi, c'est vrai. Et on le voit au travers de votre carrière qu'on va essayer d'évoquer sur l'antenne de Radio J, même si bien sûr on ne pourra pas tout dire, mais on va tenter de démarrer par le début, toujours le début si vous me le permettez Chantal Goya, ou devrais-je dire de base Chantal Deguerre, devenue Debout. Comment vous avez choisi ce nom de scène qui a une histoire ? C'est une histoire parce que je me souviens que d'abord j'avais prévenu mes parents, peut-être que je vais être artiste, mon père était affolé parce qu'il disait que ce n'était pas un vrai métier. On était en 1962 et 64 quand j'ai rencontré Jean-Jacques Debout. Mais il m'a dit, mais surtout, il faudra que tu changes de nom parce que si ça ne marche pas, de quoi on aura l'air ? J'ai dit, vous inquiétez pas, tous, on va changer de nom. Et Jean-Jacques m'a emmené à Biarritz chez un grand ami qui avait une très belle propriété où venaient souvent l'été des grands artistes comme Frank Sinatra. Alors vous pensez, on était tellement ahuris et tellement heureux. Et le vieux marquis d'Arcan, qui était le propriétaire, un grand ami de Luis Mariano, avait dit, regardez, j'ai un tableau de Goya et il y a ce petit garçon qui ressemble à Chantal, votre fiancée, mais elle sera un artiste un jour ? Et il a dit oui, je vais lui écrire des chansons. Appelez-la Chantal Goya, ça serait génial. Voilà, c'est venu comme ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Chantal Goya, vous êtes née le 10 juin 1942 à Saïgon, en Indochine, dans une plantation d'un père vosgien, Bertrand Deguerre, et d'une mère béquée, Colette d'Artiguenave. Vous êtes l'aînée, vous l'avez dit, d'une famille de 5 enfants. Vos parents quittent l'Indochine française en 1946, au début du conflit d'indépendance, et s'installent à Remiremont dans les Vosges. Vous avez 4 ans. Quel genre d'enfance vous avez eu ? J'ai une enfance très heureuse, très proche de mes parents. Mais maman m'a eu tellement jeune, elle avait à peine 18 ans, qu'elle me mettait au fond de sa classe, en première, dans un grand panier. Et toutes les élèves étaient autour de moi. Mais voilà, j'ai commencé comme ça la vie. Et puis après, j'étais sur la plantation avec une personne qui s'appelait une Assam. Ce sont des femmes qui font vœu de toujours s'occuper des enfants qui viennent de Chine et qui étaient là-bas. Et du coup, je me suis retrouvée souvent avec elle. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Et moi, je pense que les enfants, c'est tout entre la naissance et 4 ans. Mais j'ai des moments très heureux avec mes parents, puis des moments très difficiles où d'abord, je toussais tout le temps. Alors, on m'emmenait sur les hauts plateaux voir mon grand-père parce que j'étais en Indochine, parce que mes parents sont arrivés là-bas. Mon père avait son papa avait des comment peut-on dire, des actions sur des plantations. Donc, il a envoyé son fils là-bas s'en occuper. Et maman est une famille de médecins. Mon grand-père était un grand chercheur, un élève de Pierre et Marie Curie. Et il est allé préparer exactement la fondation d'un grand centre anti-cancérologie à Phnom Penh, parce qu'il était radiologue. Et pendant la guerre avec les Japonais, ils lui ont enlevé tous ses appareils protecteurs. Il a continué à soigner gratuitement tous les gens, les Français, les Vietnamiens, enfin tout le monde. Et il est mort irradié. Mais moi, je suis restée là-bas. Maman est restée 25 ans. Moi, je suis restée 4 ans. Et après, ça a été le Viet Cong qui est arrivé. Et là, on m'avait dit, surtout, il ne faut pas bouger, de cacher Chantal parce qu'elle est tellement intrépide. Il ne faut pas qu'on sache que vous soyez là, sinon ça serait une catastrophe. Et alors, on m'avait cachée, mais moi, impossible d'être cachée. J'ai ouvert la porte de la maison et devant tout le Viet Cong, j'ai demandé qu'on attache mon lacet de chaussure. Et puis surtout, j'ai vu mon papa arriver dans une charrette. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font à papa ? Et ils m'ont dit, on va le tuer, c'est tout. Ah, non, vous ne tuerez jamais mon papa, c'est pas possible. Ils l'ont détaché et comme ça, on a été sauvés. Incroyable. Ça a commencé comme ça, ma vie. Cette vie, vous la racontez dans cette bande dessinée qui est en face de moi. Vous parlez d'intrépide. Et il y a de quoi. Elle est très belle. La couverture est magnifique. On vous voit. J'imagine que c'est vos parents qu'on voit à côté. C'est Jean-Jacques et moi petite fille là-haut. Petite fille là-haut. Que les parents d'aujourd'hui, qui étaient les petits d'hier, connaissent ma vie. Donc en Indochine, avec mon père, le Viet Cong, toute ma vie est dans cette BD, ma vie de petite fille, comment je me suis battue, comment maman était malade et j'étais une petite maman à 12 ans, comment je suis arrivée à Paris par le bateau, le Pasteur, ce grand bateau. Et j'avais déjà remarqué qu'en haut, on mangeait beaucoup mieux qu'en bas, parce qu'on était à fond de cale tout en bas. Et je montais là-haut et j'allais chercher tous les paniers remplis de bonnes choses à manger pour les donner à tout le monde. Déjà, je voulais donner à tout le monde. Moi, je suis tellement quelqu'un de spontanément généreuse et c'est même pas difficile pour moi. Quand on est arrivé à Paris, à rue de Paradis, j'avais dit à maman, voilà, on est déjà au paradis, c'est génial. Et puis, j'étais quelqu'un qui aimait faire du pâte à roulettes. Je me baladais dans toutes les rues de Paris.
Mais vous savez qu'aujourd'hui, quand je prends un taxi ou avec des copains, ils m'appellent Waze. Je connais toutes les rues de Paris par cœur. Ah, c'est mignon cette histoire. Chantal Goya, qu'est-ce qu'il était important pour vous de raconter dans l'intrépide Chantal Goya? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit qui se retrouve dans cette bande dessinée qui était déjà, tout le monde me demande d'où vient mon énergie, d'où vient ma force, d'où vient cette espèce d'optimisme que j'ai dans la vie, mais ça vient de ma petite enfance, c'est tout. Tout était difficile, mais je transformais tout en quelque chose de joyeux. On dit qu'on se crée avant ses 8 ans. Vous m'avez dit, vous, c'est entre 0 et 4 ans, mais c'est vrai que souvent, l'ADN de la personnalité de l'enfant et de l'adulte qu'on devient se crée. Vous avez une enfance, vous aviez dit dans une interview, sans musique ni cinéma. Peut-être que c'est ça que vous avez voulu rattraper après avec le temps. Moi, j'ai tout inventé dans ma tête parce que j'avais pas de jouets comme tous les enfants. On inventait des poupées en chiffon, on inventait des jouets avec... je me souviens, chez ma grand-mère, je me mettais dans un buisson, puis c'était le buisson, les feuilles du buisson, c'était la monnaie, et puis les petites pierres, c'était les pièces de monnaie. On inventait beaucoup de choses quand on était petit, parce qu'on s'était obligé, on n'avait rien. Et finalement, ça m'a donné tellement d'imagination que maintenant, ce que je vis sur scène, c'est tout ce qui est vrai que j'ai peut-être pas eu petite fille. Et vous pensez que c'était mieux avant, Chantal Goya, ou vous pensez que c'est mieux maintenant? Tout le monde me pose cette question. Avant, c'était pas pareil, parce qu'on inventait des choses qui pouvaient exister. Aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de gens qui ont du talent, qui ont plein de choses dans la tête à faire, mais les portes sont tellement dures à ouvrir. Et nous, on avait la chance de pouvoir ouvrir les portes et de pouvoir expliquer naturellement, on a envie de faire ça, on n'avait pas de contrat, on se serrait la main et hop, on commençait. Et si on pouvait faire plusieurs boulots en même temps. Et c'est ce que vous avez fait quelque part, parce que vous faites alors une partie de vos études à Paris sans obtenir votre baccalauréat. Vous partez en Angleterre en tant que jeune fille au pair. Vous étudiez au lycée français de Londres. Vous obtenez un diplôme d'anglais. Et au départ, vous vouliez devenir journaliste, mais vous démarrez en tant que modèle photo. Oui, parce que moi, j'ai toujours eu de l'admiration pour les grands reporters que vous voyez, pour les journalistes, surtout les reporters qui vont au bout du monde, dans des pays où il y a la guerre, où ils ont des gilets pare-balles, ils ont des micros, ils sont vraiment tellement proches des choses terribles. Et le courage qu'ils ont, ça, je ne le saluerai jamais autant. Parce que vous savez, c'est ce qu'on remarque quand on regarde la télé. On voit évidemment la guerre en Ukraine, on voit des jeunes filles blondes qui courent partout, qui essayent de donner l'information. Pour moi, c'est quelque chose, ce sont des personnes merveilleuses qu'il faut les respecter parce que voilà, tout peut leur arriver et elles sont toujours là et vraiment, je les félicite pour tout ce qu'elles font. C'est vrai que je voulais faire ça, mais le hasard a fait que ma vie a changé entre-temps, dans mes 20 ans. Mais finalement, vous avez voyagé partout, vous J'ai aussi, voyagé Chantal partout, Goya. j'ai amené quelque chose d'important un peu partout, un peu de notre France partout. Et que ce soit dans des pays lointains, que ce soit aux États-Unis, où j'ai chanté Pandy Panda en anglais pour le Thanksgiving Day en 87. Je devais aller chanter aux États-Unis, mais je me suis dit, oh là là, non, mais la France va me manquer, parce que moi, je suis très, très pro la France. Hein. Ma famille est en France. La carrière, j'ai jamais pensé à faire une carrière, parce que je suis pas carriériste. C'est les hasards de la vie qui m'ont amené là où je suis. J'ai rencontré Barbara en 82, qui m'a dit, tu verras, tu donneras une institution, tous les petits d'hier, ce seront des parents. Mais je dis, c'est pas possible, Barbara, j'ai fait ça pour faire plaisir à Mariette Gibert-Carpentier en chantant une chanson, mais j'ai jamais pensé faire une carrière. On va justement parler de cette carrière dans un instant sur l'antenne de Radio J. On continue cette émission avec vous, Chantal Goya, dans un instant. On poursuit avec nos chroniqueurs pour découvrir vos goûts culturels, mais aussi cette interview ensemble sur notre antenne. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le rappel des titres sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Chantal Goya. Dans cette partie d'émission, on va découvrir bien sûr toute la culture du moment qui vous passionne et bien d'autres choses évidemment. Mais d'abord, vous venez de me confier il y a un instant, Chantal Goya, qu'il y a un pays où vous aimeriez aller. Oui, j'ai jamais chanté en Israël et je sais que c'est un pays qui est tellement la famille, c'est tellement important la famille, les enfants. Et j'essaye de trouver la solution et le lien, mais peut-être que vous pourrez m'aider. Avec grand plaisir, on va pouvoir organiser ça, j'en suis certaine. Il y a beaucoup de gens qui C'est quand même incroyable parce que j'ai été dans le monde entier, mais Israël, c'est un pays auquel je compte beaucoup y aller un jour, c'est sûr. Pourquoi vous aimeriez aller là-bas ? D'une part parce que c'est un pays qui est fascinant, qui est très beau. Et puis j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et puis j'ai des contacts importants, même dans les médias, et puis c'est surtout un pays où la famille est très importante. Et moi, la famille, c'est sacré. C'est aussi important pour vous. Avec tous les contacts que vous avez, Chantal Goya, personne ne vous a jamais proposé
d'y aller? Non, j'ai vu un producteur qui est très important parce qu'il a fait venir Charles Aznavour plusieurs fois, mais il m'a dit on va voir comment on fait. Et puis il y a beaucoup d'amis que j'ai qui me disent mais il faut qu'on organise, il faut qu'on voit ça. Bon, ça va arriver, de toute manière, j'en suis sûre. Je vous promets qu'on va réfléchir. Chantal Goya, vous venez me parler il y a un instant de producteur. Alors ça me fait penser à Daniel Philippaki, bien sûr, Oui. qui vous produit, qui vous permet de vous mettre à chanter, grâce bien sûr à Jean-Jacques Debout, qui commence à composer pour vous des chansons avec C'est bien Bernard le plus vénard et Une écharpe, une rose. Racontez-nous votre aventure avec Jean-Jacques Debout, même si vous l'avez raconté tellement de fois. On a envie de Jean-Jacques, découvrir. je l'ai rencontré à un mariage. J'étais tout simplement dans une école et puis ma copine d'école me dit il y a un mariage, on est invité. Mais je ne suis pas invitée. Si, il faut que tu viennes. Ils sont tous sympas. Je suis arrivée. Et puis moi, j'étais très, comment dit-on, à la maison. Vous savez, ma maman étant malade, j'étais souvent avec mes frères et sœurs, je ne sortais pas. Et là-dessus, je vois arriver Jean-Jacques Debout, Eddie Barclay, Sacha Distel. Je dis, qui sont tous ces gens, mais on dirait qu'on les connaît. Et puis j'étais souvent aussi en Angleterre, donc j'étais un petit peu éloignée de ce qui se passait en France. Et elle était fascinée. Et puis d'un coup, Jean-Jacques est habillé en pull marin. Et puis je me dis, il est marrant celui-là parce qu'il n'est pas habillé pour un mariage, mais enfin, c'est pas grave. Il m'a repéré, il est venu près de moi et puis il m'a dit, voilà, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura 2 enfants et vous serez célèbre à l'opéra. Et vous chanterez à l'opéra. Vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est un truc de dragueur, pas possible. Mais je lui ai dit, mais moi, j'ai un problème, c'est que je veux pas rentrer en métro chez moi. Si vous habitez pas loin, est-ce que vous pourriez me raccompagner en voiture? J'habitais dans le 20e. Il m'a dit, oui, je vous raccompagne avec plaisir. Puis, arrivé à la fin de la course à la maison, je lui ai dit, vous pouvez me donner votre téléphone, mais j'ai donné un faux numéro. C'est ce qu'on faisait, nous, les filles, à l'époque. On donnait pas les bons Vous numéros. vouliez qu'il cherche le bon. Je me disais, je connais pas, j'ai pas commencé comme ça à le rencontrer aussi vite. Surtout que je suis quelqu'un avec des principes dans la maison très, très sévères. On ne voyait pas n'importe qui comme ça. Et puis, mon frère, un jour, a rencontré Jean-Jacques et puis il a donné mon numéro. Puis lui, en attendant, il avait écrit une chanson en pensant à moi qui s'appelle Nos doigts se sont croisés pour la Rose d'Or d'Antibes. Et tout ce qu'il m'a dit est arrivé parce que je l'ai retrouvé, on ne s'est jamais quitté. J'avais dit, je vous préviens, c'est pour la vie. Moi, je sais pas changer, c'est pas possible. De reste, quand on connaît bien ma vie, les mêmes chansons, les mêmes têtes, les mêmes robes, les mêmes chorégraphes, tout est toujours le même. Et là-dessus, je me suis fiancée avec lui. Et puis, Vous aviez quel âge? 20 ans. 20 ans à peu Je près. n'étais pas majeure. Et vous vous êtes rencontrés vers 20 ans ou un petit peu plus tôt? 19. Un petit peu plus tôt. Oui, il a écrit Nos doigts se sont croisés en pensant à moi. Il a gagné la Rose d'Or. On ne s'est plus jamais quitté. C'était un Et tout ce qu'il visionnaire m'a quand dit, même. il est très visionnaire. Il est resté. Il est resté visionnaire. Il ressent beaucoup de choses. Ça, je peux vous dire que pour 2019-2020, pour le Covid, il m'a dit il faut quitter Paris, il faut s'en aller à toute vitesse, il faut prendre une maison, partir à la campagne. J'ai dit qu'est-ce qu'on va faire à la campagne? On va pas. Comme je m'adapte partout, moi j'ai la chance. Et je me souviens dans le train, il était affolé. Il me disait il faut s'en aller, mais qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Debout? Mais je sais pas, mais on va pas être bien. Il faut pas rester en ville. C'était surtout son truc. Heureusement qu'on était allé à la campagne parce que j'avais pas de restrictions là-bas. Et oui, évidemment, on avait tous envie de ça d'ailleurs à cette période. Évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de votre première télévision, Chantal Goya? C'était quand? C'est bien Bernard le plus vénard avec Albert Essner. Rendez-vous sur le Rhin, en Allemagne. Und jetzt ebenfalls zum ersten Mal im Fernsehen eine junge Sängerin aus Frankreich, 17 Jahre alt. Et voici une jeune nouvelle tête française, celle-là. Elle a 17 ans et c'est son premier passage à la télévision. Elle se nomme Chantal Goya. À vous, Chantal. Bien Bernard le plus vénard de la bande, car depuis qu'il a eu son bac, quelle chance. C'était votre première télévision, samedi 5 décembre 1964, vous l'avez dit. C'était sur l'ORTF à cette époque. Est-ce que vous vous souvenez de cette première Très fois, bien. Chantal Goya? Est-ce que vous avez ressenti surtout? Moi, j'étais pas du tout consciente, on va dire. J'étais pas paniquée. Tout ce que je savais, c'est que j'avais gardé mon kilt que j'avais acheté à Londres, ma jupe plissée, kilt et mon pull bleu marine en Shetland qui grattait. Et puis, et je me disais comment je vais chanter. Je chantais comme Sylvie Vartan. Alors, je suis bien Bernard, le plus vénard. Je faisais comme Sylvie. Je me disais comme ça marchera et je me tromperai pas. Sylvie, Mais- que vous allez retrouver par la suite, d'ailleurs. Bien sûr, mais c'était ma première. Et c'est grâce à cette émission que tout d'un coup, Jean-Luc Godard, appelle Daniel Philippaki parce qu'il est au cahier du cinéma.
Daniel dirigeait les cahiers du cinéma et Jean-Luc Godard lui demande que je sois la partenaire, la vedette d'un film qu'il allait commencer. Qui s'appelle Masculin-Féminin. On est en train d'écouter la musique de la bande-annonce et bande originale du film. Donc c'est pour assurer la promotion de vos chansons que vous passez régulièrement dans des émissions de télévision. En effet, Godard vous remarque pour ce film-là. Il sort en 66. C'est un film sur la jeunesse et le sexe, bien loin de l'image que vous allez adopter par la suite. Chantal Goya, vous étiez l'un des visages de la nouvelle vague, avec notamment Macha Merrill que nous avons reçu il y a quelques jours et qui était à votre place. Vous avez aimé faire ce film ? Oui, je l'ai aimé parce qu'il n'y avait pas de scénario. Donc déjà, Godard, j'avais remarqué que c'était quelqu'un de très intelligent, un visionnaire. Mais il faut que je vous annonce quand même une histoire drôle. C'est que je l'ai revu, ce film, il y a 3-4 ans, lors du Festival de Paris, du cinéma de Paris. Et j'étais invitée en vedette et je voulais amener ma petite fille, Samantha, et pour qu'elle voie sa mamie au cinéma, au même âge. Et puis, tout d'un coup, en sortant, elle m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je tourne avec une copine. Elle me dit, mais non, mamie, c'est un couple à 3. Je fais, oh, c'est pas vrai. Je ne savais même pas moi-même, je n'avais même pas compris à l'époque. Pour moi, Marlène, c'est une bonne copine qui me serrait dans ses bras, mais pour moi, c'était l'amitié, il n'y avait rien d'autre. Du reste, quand on est dans le lit, j'avais mes pieds contre elle, directement contre elle. Je ne voulais pas toucher Jean-Pierre Léaud, parce que je suis très, très pudique. Alors, vous imaginez. Et justement, vous me parlez de cette pudeur. Il y a quelques instants, vous évoquiez vos valeurs. Il y a une fameuse scène de nu. Oui. Où vous avez dit qu'en fait, cette scène, vous avez refusé de la jouer. Ah oui, j'ai carrément dit non. Mais vous savez, tout ce que j'ai refusé, je vous raconterai une histoire qui va vous faire rire. Hein. Parce que cette scène, bien sûr, je m'étais cachée sous le lavabo et je disais, non, tu vas faire tout. Mais moi, je m'en fiche, je suis une actrice, je passe les cheveux relevés, les cheveux baissés. Puis je dis, mais tu vas être toute nue. Elle me dit, oh, je m'en fous complètement. Ça, c'est une actrice. Moi, je pouvais pas, le temps que je... Oh là là, non. Alors, Godard, il m'avait repéré derrière la caméra. Il a dit, c'est marrant, on dirait la même personne. Il a ouvert la porte et il m'a dit, vous tournez pas? J'ai dit non, je tournerai jamais, pas toute nue, c'est pas possible. Il m'a dit, vous serez jamais une vedette. J'ai dit, je m'en fous, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Alors comme ça, c'était réglé. Mais je vais vous raconter quand même un truc drôle, c'est que j'étais en Allemagne tournée pour un film très important. C'était un peu comme Sissi. Alors j'étais habillée et j'avais déjà prévenu le metteur en scène, je ne veux pas qu'on m'embrasse, c'est pas possible. Et je ne veux pas être toute nue. Il me dit non. Puis tout d'un coup, dans la forêt, je vois une horreur qui arrive. Je dis, ça va être mon fiancé, j'en suis sûre. Oh, vous imaginez comment il était? Non, mais vous savez comment il était? Il avait la tête d'Hitler, il avait la coiffure, la mèche comme ça, le machin là. Et j'ai dit, moi, je fous le camp, je reste pas, l'argent, vous le gardez, je prends mon train, je rentre. Et le film, il était arrêté, il n'y a plus de film. Il n'y avait plus de fiancé. Le fiancé, non, terminé. Moi, vous me connaissez déjà à 22 ans. Hein. Et vous étiez très sauvée en courant. Alors, juste une petite parenthèse, parce que nous parlions de cette scène de nu. Il me semble que c'est Marlène Jobert qui l'avait joué à votre place. C'est Marlène qui était ma partenaire avec moi. On était toutes les trois. Et qui Marlène a joué et Jean-Pierre Léaud et moi. Oui, ça l'amusait, elle s'en foutait. Mais c'est normal, c'est une actrice. Bien sûr, vous allez donc quand même jouer quelques rôles dans des films réalisés, notamment par Pierre Tchernia ou Philippe Labro. Également, vous allez jouer dans Tout peut arriver de Labro, Les Gaspards de Tchernia ou encore Le temps des vacances de Claude Vital, puis récemment. Oui. Et Jean-Daniel Paulet, L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, qui est un très joli film. L'échelle blanche de Robert Freeman. Mais vous arrêtez votre carrière dans le 7e art, c'est pas pour vous, Chantal Goya. D'abord, j'ai Hitchcock qui me fait appeler pour que je fasse son film aux États-Unis. Et moi, je suis enceinte de ma fille. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Si je suis enceinte, c'est pas possible. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte? Je parlais bien anglais. Vous vous rendez compte? Je compte sur vous pour. Mais j'ai dit, non, moi, j'ai une bonne copine qui s'appelle Claude Jade. Vous devriez la prendre parce qu'elle est bien. Mais moi, c'est pas possible. Je vais être maman pour la 2e fois et j'ai pas prévu de partir tourner. Non, mais j'ai refusé Hitchcock carrément. J'ai dit, j'adore votre film Les Oiseaux, mais ça s'arrête là. Mais je vous dis, je ne suis pas carriériste. Vous n'êtes pas carriériste, pourtant vous avez fait une carrière complètement incroyable. Dans le même temps de ce que vous faites au cinéma, vous allez enregistrer quelques disques yéyés sous la direction artistique de Mickey Becker. Vous figurez même sur la photo du siècle qui regroupait 46 vedettes françaises du yéyé, dont Jean-Jacques Debout en 66. Puis vous revenez à la chanson au début des années 70, après une petite interruption puisque vous voulez être maman, ce qui est normal. Et puis vous faites des chansons plus polissées comme Les Boules de Neige et Les Petites Filles Modèles avec votre amie Sylvie Vartan qui vous prédestine à un tournant, une carrière pour enfants. Oui, il m'a toujours dit Sylvie, comme Roland Petit, Zizi Jeanmaire, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, moi je servais le thé à la maison parce qu'ils étaient tous chez moi pour faire la revue de Zizi Jeanmaire. Et moi j'avais dit à Yves Saint-Laurent, vous pouvez donner le biberon à ma fille, j'ai 2 coups de fil à passer. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu lui fais faire à donner le biberon à Yves Saint-Laurent, mais tu rêves. Et puis tout d'un coup, Régine, elle m'avait dit, moi je savais que Régine c'est quelqu'un de très médium, très voyante.
Et comme j'accompagnais Jean-Jacques dans sa boîte, mais je restais toujours là-haut, moi je descendais pas dans le trou noir en bas, ça m'embêtait, je préférais parler là-haut, pardon. Et là-dessus, elle avait dit, je vais lui produire un disque parce que je suis sûre que ça marchera. Alors je lui dis, mais Régine, moi je chante pas. Elle m'avait produit les boules de neige. Mais alors, c'était l'hiver, il n'a jamais fait aussi chaud à Paris. Ces boules de neige, on n'en a pas vendu. Ça fondait dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est adapté, mais à l'époque, ça l'était pas forcément. Non, mais elle avait vu juste, n'empêche, parce que moi, j'avais dit non. Et c'est vrai qu'après, grâce à l'arrivée des grandes émissions de Mariti Gilbert Carpentier, qui était donc demandé à Jean-Jacques Debout. Il écrivait les scénarios, on allait chez eux, on prenait un verre. Moi, je servais toujours le thé, j'amenais des gâteaux pour tout le monde. Ben voilà, l'aîné de 5 enfants, j'ai l'habitude. Et puis, j'étais là, j'écoutais. Et puis, tout d'un coup, Mariti fait l'émission avec Jean-Jacques pour Carlos, professeur Carlos. Et puis, il manque 5 minutes à cause de Brigitte Bardot, qui est malade. Mais Brigitte, elle m'a toujours porté chance. Hein. Je la remercierai jamais assez parce que elle m'a aiguillée dans mon. Ben, elle n'est pas là, donc je chante une chanson que m'écrit Jean-Jacques au dernier moment, qui est Adieu les jolis foulards. Et puis cette chanson, ben, ça fait 500 000 lettres qui sont arrivées au TF1 d'avant. Et puis tout à coup, Mariti m'a dit, tu ressembles aux enfants, tu devrais chanter pour eux. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé et alors vous sortez un premier album, Voulez-vous danser grand-mère, qui contient notamment les titres Allons chanter avec Mickey un lapin. Votre carrière est définitivement lancée, vous enchaînez avec tous les succès que l'on connaît, Bécassine, C'est Guignol, Monsieur le Chaboté et j'en passe évidemment, suivi de contes télévisés pour enfants, ainsi que des spectacles pour enfants sur le thème du voyage et du rêve. Vous interprétez également plusieurs génériques pour des téléfilms, pour des dessins animés, beaucoup évidemment. C'est fulgurant comme carrière. Ça dure encore aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, Chantal Goya ? D'abord, j'ai toujours gardé mon cap. C'est-à-dire que je n'ai jamais changé de style ni de genre, bien qu'on m'en ait demandé 40 fois. Mais j'ai dit non, moi, vous savez, je suis fidèle à mon public. Et moi, j'écoute beaucoup le public. Vous savez, partout où je vais, je leur dis alors, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Ah non, vous ne changez rien, on a besoin de vous voir, on a besoin de retrouver. Et moi, j'ai gardé tous les personnages de l'époque, ils n'ont jamais été changés. C'est Bécassine est la même depuis 77, le lapin aussi. Tout ça, c'est dans des hangars protégés parce que c'est toute mon activité, c'est mon patrimoine. Pardon. Qui a été créé par des gens merveilleux, comme Pierre Simonini pour les décors, qui était un décorateur d'opéra. Mais je dois vous dire que tout vient de Jean-Jacques Debout, parce que Jean-Jacques, je ne l'aurais pas rencontré, vous n'auriez jamais connu Marie-Rose. Et je me suis dit, Jean-Jacques, il a tellement... Ses grands professeurs à Jean-Jacques, c'était Marlène Dietrich, qui lui a appris la scène, qui lui a montré comment les lumières doivent être faites, les rideaux, les décorations, les décorateurs. On était amis avec les plus grands. Et lui, c'était leur professeur, Jacques Brel, Charles Trenet, Charles Aznavour. Je les ai tous vus, mais je ne chantais pas à l'époque. Mais tout ça, c'était nos grands maîtres, on va dire. Et quand on a commencé, Jean-Jacques m'a dit, je vais te faire créer des opéras variétés pour les enfants, mais plus ciblés vers l'opéra. J'adorais voir l'opéra. J'avais un grand ami qui s'appelle Philippe Binot, qui habillait Nourieff, Je les ai tous rencontrés, ces gens-là. Même Béjart, qui est venu me voir, qui m'a dit, oh, mais c'est merveilleux, c'est magique, ça n'existe pas. Et on était, c'est vrai, à l'époque, extrêmement, comment peut-on dire, on était fous et en même temps, je savais que Jean-Jacques savait ce qu'il fallait faire pour que ça dure longtemps. Parce qu'il m'a toujours dit, quand il y a une salle avec des enfants, il y a tous les parents derrière. Effectivement. Il faut que les parents regardent et voient le travail que j'ai fait pour toi, parce que c'est tellement important. Donc on mettait peut-être des sommes extravagantes, mais ces sommes-là, on savait que ça durerait longtemps. Tous les décors sont peints à la main. Et à l'époque, c'était pas fait sur les ordinateurs, c'était des vrais dessins. Les robes de scène, elles étaient faites par Philippe Binot, et c'était toutes les petites mains de l'opéra qui cousaient. Comment voulez-vous que je jette ça ? Moi, je suis trop... C'est pas possible. Ils ont mis tellement de cœur et d'amour que je peux pas dire, bon, on s'en fout, ah non, moi, je garde tout. Chantal Goya, vous êtes sur les routes de France et de Belgique pour plus de 40 représentations dans votre nouveau spectacle Sur la route enchantée. C'est jusqu'au 26 mars 2023. Qu'est-ce qui nous attend ? Ben, vous allez avoir un mélange de tous mes tubes, parce qu'il y a des chansons que je ne chante pas parce qu'elles font partie d'autres spectacles, comme Ennio le petit fantôme, comme Pinocchio, alors là c'est magique, comme tout Polichinelle. J'ai des danseurs qui sont formidables. Voilà, les danseurs sont tous ceux que j'ai connus petits. Hein. Et puis on a décidé avec mon producteur qui est très jeune, une bonne équipe de presse. Vous savez, il suffit de 3-4 personnes importantes qui travaillent avec amour pour vous. Et puis du coup, on appelle tous les théâtres nous-mêmes et puis on y va. Le Touquet, je voulais y aller parce que je sais qu'il y a une nouvelle salle. On vous a vu construire. Je dis, il faut que j'y aille la prochaine fois. Parce que quand je vais dans une ville, je me documente quand même. J'ai pas il y en a qui restent à l'hôtel, dormir. Moi, non, moi je dis, c'est quoi ces travaux ? On fait une nouvelle salle. Ah bon, une nouvelle salle ? Mais c'est beau, c'est vous qui demandez à y aller parce que vous avez envie d'y jouer. Oui, ben voilà. Puis ça se passe comme ça. On va à Lille, on va à Amiens, on va partout. On va à Toulon là bientôt, puisqu'on sera au Zénith de Toulon le 18. Et moi, je repars la veille à Bastia. Je reviens et le lendemain de Toulon, je prends l'avion, je pars chanter en Guadeloupe. Alors vous imaginez, je vais passer les fêtes de Noël là-bas, mais tant pis, je verrai pas mes enfants ni ma famille, mais
je ferai plaisir à d'autres enfants. Vous ferez plaisir à d'autres enfants. Justement, vous parlez d'enfants pour célébrer vos 80 ans et votre carrière d'une incroyable longévité. Sony Music vient de sortir un album intitulé Happy Birthday Chantal Goya, interprété par 4 enfants qui vous rendent hommage en reprenant vos plus grands tubes, que vous avez rejoint, je crois, sur quelques titres. Ça vous touche, ça, Chantal Goya? Ce sont les petits de mes spectacles. Je me disais, ils sont bizarres, ils n'arrêtent pas de chanter avec moi, mais qu'est-ce qu'ils me préparent? Et finalement, ils préparaient cet album. Et j'ai dit à Sony, écoutez, si vous voulez, je serai disponible pour en parler. Un autre album aussi que vous sortez, Chantal Goya, qui s'appelle Chantal Goya chante Noël, avec l'inédit Toi mon doudou. Tout doux, on va écouter bien sûr dans un instant cette chanson en fin d'émission, mais est-ce qu'avec le recul, Chantal Goya, vous avez eu la carrière que vous désirez? Parce que là, on entend... J'ai été tellement heureuse et je suis très heureuse parce que j'ai l'énergie, surtout aujourd'hui, pour continuer. Cette énergie, tout le monde me demande d'où elle vient. Elle vient de mes parents. Ma mère, à 96 ans, est partie il n'y a pas très longtemps et elle avait la même voix très jeune. Ma grand-mère, elle est partie en disant au revoir à 104 ans, l'autre à 108 ans. Enfin, à mon avis, je suis partie pour partir... J'espère que je ne vais pas être la plus vieille du monde. Ça serait le bouquet, ça. Le plus tard possible, Chantal Goya. Ouais. Allez, on va passer à la suite de cette émission. On va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou bien qui pourraient vous plaire. Ah. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Goya. Je suis très impressionnée parce que vous avez le même naturel que quand je vous vois à la télé. Oui, je suis pareil. Hein. Voilà, ça fait longtemps et je suis soufflée parce que ce naturel, cette constance, c'est votre succès. Merci. Alors, cette chronique spectacle Chantal Goya, c'est un cadeau que je fais pour vous, qui nous fait le plaisir de votre présence pour célébrer ce bel anniversaire de carrière. Et vous qui aimez rire, rêver avec des spectacles comme La Cage aux Folles, avec vos amis Michel Serrault et Jean Poiret, ou comme moi, les ballets de Roland Petit ou Nureyev, dont on peut voir le Lac des Cygnes dès le 8 décembre à l'Opéra de Paris, je vous recommande une autre féerie qui s'appelle La Reine des Neiges, adaptée pour la Comédie Française et qui a commencé. Figurez-vous qu'avant d'être un film de Disney, que les petites filles adorent, La Reine des Neiges était un conte de Hans Christian Andersen, composé en plein 19e siècle au Danemark, un véritable conte initiatique qui met en scène une petite fille abandonnée par son meilleur ami et qui va trouver par ses épreuves une manière de grandir. C'est cette véritable histoire qui est aujourd'hui montée à la Comédie Française, je crois. C'est une véritable histoire, Cyrielle. Et c'est Johanna Boyer, une jeune metteur en scène talentueuse, qui a d'ailleurs signé la mise en scène de L'Invention de nos vies de Karine Thuil, dont j'avais parlé, des Filles aux mains jaunes, dont a parlé Christophe Barbier dans cette même chronique, qui signe cette adaptation du conte avec la comédienne Elisabeth Ventura au plus près des mots de l'auteur, c'est-à-dire du conte du 19e siècle. L'histoire, c'est tout simplement, elle est racontée par une grand-mère au coin du feu, jouée par Daniel Lebrun, met en scène l'héroïne qui s'appelle Gerda, qui perd tout à coup l'ami cher qui lui servait de frère de cœur, son petit voisin Kay. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils s'amusaient tous deux dans la neige. Kay reçoit dans l'œil un éclat de verre qui va provoquer chez lui un changement complet d'attitude. Alors chez Andersen, c'est le diable qui a créé un miroir inversé qui déforme toutes les actions des hommes, puisque ce diable s'oppose au bon Dieu. Dans la pièce, c'est tout simplement le chef des trolls, ces horribles petits monstres verts qui brisent ce miroir, le jettent sur Terre pour montrer aux hommes qu'ils défigurent notre planète. C'est en quelque sorte, Cyrielle, des trolls un peu écologiques. Et oui, des trolls écologiques. Et avec ce morceau de verre maléfique, Kay, dont vous nous parlez, s'enfuit donc vers le royaume de la Reine des Neiges. Tout à fait. Il patine sur le lac et rencontre cette divinité de glace qui le fait pénétrer très haut dans un royaume givré où il ne fait... devinez quoi, que des mathématiques. Il méprise la vie ordinaire et les jeux superficiels de ses camarades. Pendant ce temps, la pauvre Gerda le cherche en désespoir de cause. Elle rencontre sur ce chemin des trolls aux cheveux jaunes et violets, une magicienne avec son traîneau à fleurs, mais aussi une corneille, c'est l'oiseau corneille, autoritaire et amical, et un renne burlesque et dragueur, qui tous l'aident à trouver son chemin et à grandir. Finalement, au fil de bien des épreuves, elle retrouvera son frère de cœur, esselé et glacé, qu'elle ramènera à la vie. Et c'est un magnifique conte initiatique qui se joue sur la scène du Vieux-Colombier, la deuxième scène de la Comédie Française. Et alors, dans quel décor, Hélène, évoluent ces personnages, pour terminer ? Ces personnages, ils évoluent dans un décor que vous aimeriez, Chantal, parce que justement, il n'y a pas un seul écran. Tout est fait artisanalement. C'est sur 2 niveaux, c'est de la magie, c'est avec des maquillages, des costumes, des toiles peintes. C'est assez loufoque. Il y a aussi des chansons qui parodient les films de Jacques Demy. Il y a une jeune comédienne qui s'appelle Léa Lopez qui campe de manière
acrobatique et gracile Gerda. Il y a Souliane Brahim, qui est une comédienne de la Comédie Française, qui est en même temps la Reine des Neiges et le troll malicieux, tandis qu'un autre acteur, Jérôme Pouli, avec sa barbe rousse, joue cette corneille cocasse. En fait, le spectacle se situe entre un dessin animé et un film de Tim Burton. C'est un spectacle de fantaisie qui nous enseigne beaucoup de choses, qui plaît aux enfants et au public comme nous. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au dessin animé La Reine des Neiges, et c'est peut-être une nouvelle alternative pour parler de cette Reine des Neiges à nouveau. Merci beaucoup Hélène Kuttner. La Reine des Neiges est à voir jusqu'au 8 janvier au Vieux Colombier, c'est dès 7 ans. Merci beaucoup Hélène Kuttner pour cette chronique. Et tout de suite, c'est la chronique Émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Bonjour. Goya. C'est la deuxième fois dans ma vie qu'on partage la même pièce. La première fois c'était au Palais des Congrès dans les années 80, j'étais venu voir. La deuxième fois c'est donc aujourd'hui. Merci. C'est donc le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. Alors on va commencer avec l'un de vos chanteurs préférés avec qui vous étiez très proche, Chantal Goya. Il s'agit de Johnny Hallyday. Alors on peut entendre la chanson J'ai un problème, interprétée en duo avec Sylvie Vartan, avec qui vous avez également un lien très fort, puisque vous avez notamment été enceinte de vos aînés en même temps. Alors, hasard du calendrier, ça fait 5 ans, jour pour jour, que Johnny nous a quittés, puisqu'il est parti dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Johnny Hallyday, il avait un point commun avec vous, Chantal Goya, c'est celui d'être l'idole des jeunes. Alors, vous le dites vous-même, il était pour vous comme un frère, même si on le sait que son mariage avec Laetitia vous a un petit peu éloigné. Bref, vous avez partagé des moments de vie assez incroyables, on va pas tous les raconter, vous l'avez même hébergé dans les années 60. Et puis il y a une anecdote assez croustillante, nous sommes en 1965 si je ne me trompe pas, vous êtes à Megève pour les fêtes de fin d'année, que vous passez donc avec Johnny, accompagné évidemment de Jean-Jacques Debout. Vous faites tous ensemble une partie de Monopoly, vous achetez la rue de la Paix, Johnny veut alors vous la racheter, ce que vous refusez catégoriquement. C'était drôle parce que c'était à Noël chez Brigitte Bardot à Méribel. C'était ça, c'était à Méribel. Voilà. Et donc en fait s'ensuit une petite tension parce que vous dites à Johnny, non, si c'est comme ça, moi je ne te revendrai pas la rue de la Paix, si c'est comme ça, je m'en vais. Vous quittez les lieux avec votre mari, mais au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que vous n'avez nulle part où aller. Vous revenez, acceptant finalement de revendre la rue de la Paix à Johnny Hallyday. Contrainte et forcée. Voilà, une rue de la Paix qui ce soir-là n'a jamais aussi bien porté son nom. Ah, c'est très mignon. Il avait les Champs-Élysées, moi la rue de la Paix. Il voulait me donner la rue de la Villette. Je dis non, moi je veux la rue de la Paix. Enfin, voilà. Mais c'est ça le Monopoly. Vous n'avez pas remarqué, on se fâche tout le temps. Mais bien sûr, on se fâche tout le temps, mais on se réconcilie tout le temps aussi. Oui, on va poursuivre vos goûts culturels dans un instant, puisqu'on doit passer au journal de l'information et on revient bien sûr avec l'émotion de Jérôme Goulon, suivi du coup de fourchette de Nina Azoulay et la suite de cette émission, bien sûr. Restez connectés avec nous. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup d'être avec nous, bien évidemment. Merci pour votre fidélité si vous êtes avec nous depuis le début. Et si vous nous rejoignez, eh bien merci beaucoup d'être avec nous. On va poursuivre cette émission avec l'émotion de Jérôme Goulon. Et puis on reprend cette chronique puisqu'on poursuit avec l'une de vos chansons préférées, Chantal Goya. Et il s'agit de Imagine. Oui, Imagine, une chanson sortie en 1971, un an après la séparation des Beatles. Alors les Beatles que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans un dîner chez des amis. Alors flashback, alors que vous êtes à Londres, vous êtes un soir invité à dîner dans le château de Nicole Milliner, également connue sous le nom de la Duchesse de Bedford, et qui, on le rappelle, était l'une des premières productrices de télévision en France. Et là, elle vous dit, Chantal, ce soir, on a les 4 fous, en l'occurrence les Beatles. Et là, il y a un truc incroyable. Ce qui est marquant lors de cette rencontre entre vous et les Beatles, c'est que ce sont eux qui semblent impressionnés par votre présence. Ils adorent en effet la France et Paris, et être à table à côté d'une petite Française, en l'occurrence vous, Chantal Goya, c'est pour eux le summum. On le voit, vous impressionnez autant les plus petits que les plus grands. Merci, c'est vrai. C'est vrai que ce soir-là, il y avait Michael Caine qui est un grand acteur de théâtre, et puis Terry Simp et les Beatles. C'est incroyable. On a parlé de Johnny, on a parlé des Beatles, mais on est aussi curieux de savoir quels sont les artistes du moment qui vous plaisent, Chantal Goya. Et il y en a un qui sort du lot. Oui, alors vous le dites vous-même, Chantal Goya, vous êtes plutôt fan des titres de votre époque, dont vous ne vous lassez pas, ce sont vos mots. Mais s'il y a un artiste actuel qui attire votre attention, ça va changer sa vie, eh bien ce serait plutôt Claudio Capéo, qui vient de publier son dernier album, Un Rose des Vents, sorti le 25 novembre. Incroyable album.
Un très bel album. Et Claudio Capéo, il a un point en commun avec vous, Chantal Goya, c'est son amour pour Jacques Brel. En 2019, il a d'ailleurs repris une chanson de Brel, Ces gens-là, qu'on peut écouter au casque et que nos auditeurs peuvent entendre. Alors Jacques Brel, c'est un artiste que vous considérez comme étant une sorte de modèle masculin. Pour vous, vous êtes allé le voir plusieurs fois, une première fois à l'Olympia, à l'époque où vos parents ne voulaient pas trop que vous fassiez de chansons. C'est même votre papa qui vous a dit, si tu fais de la chanson, tu changes de nom de famille. Et puis, vous l'avez vu une seconde fois, cette fois-ci accompagné en moto par Johnny Hallyday à l'époque où vous l'hébergiez. Ce soir-là, vous vouliez prendre un taxi, mais Johnny avait insisté pour vous accompagner en moto à ce concert de Jacques Brel. Bref, Jacques Brel, un artiste dont la carrière aura été finalement assez courte, mais qui aura laissé une empreinte indélébile sur la chanson française. Un chanteur d'une trempe, je vous cite, qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était L'Homme de la Mancha qu'on allait voir au Théâtre des Champs-Élysées, cette magnifique comédie musicale. Et Johnny m'avait emmené sur sa moto. Je suis passée en avant directement déjà. Et puis après, je suis revenue en taxi quand même. Mais on a eu la chance de rencontrer des chanteurs incroyables à l'époque. Un chanteur est issu du monde du cabaret, c'est ce qui faisait sa particularité. Oui, évidemment. Il a été au cabaret avec Jean-Jacques pendant des années, comme Barbara, comme tous ceux qui ont fait des carrières énormes. Mais c'était le cabaret d'abord. Avant la scène. Oui, exactement. Et puis la scène ensuite. On va terminer avec du cinéma et un acteur dont vous êtes une fan inconditionnelle, Chantal Goya. Oui, alors cet acteur, c'est Louis de Funès, un monument du cinéma français qui a un point commun avec vous, c'est celui d'avoir marqué plusieurs générations de Français. Louis de Funès, un acteur que vous avez bien connu et un souvenir particulier vous avez mis, nous sommes en 1982. Louis de Funès vient voir votre spectacle au Palais des Congrès, accompagné de sa petite fille, Julia. Vous demandez à tous les enfants de crier « Louis de Funès, on t'aime ». Et là, l'un des enfants crie « Fais-nous des grimaces ». Ce à quoi Louis de Funès répond « Aujourd'hui, elles sont dans le placard ». Alors pour la petite anecdote, Louis de Funès avait imaginé un dessin animé avec vous où il aurait été votre bonne conscience, un comble, j'ai envie de dire, Louis de Funès, la bonne conscience de quelqu'un. Quand on connaît tous ces personnages, c'est assez étonnant. Bon, il est malheureusement parti trop tôt en laissant beaucoup de Français orphelins. Des Français qu'il aimait pour son authenticité, car comme lui-même le disait si bien, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Un bon cœur, quelque chose que vous avez évidemment, également, Chantal Goya. Les Français savent que vous ne trichez pas avec eux. Et c'est pour ça que depuis des décennies, vous êtes, pour chacun d'entre nous, une seconde maman. Merci. Et c'est tout à fait vrai, puisque regardez, sur le Facebook Live, j'ai Patricia Zetoun qui vient de dire « Toujours magnifique Chantal, fidèle à elle-même, c'est pour ça qu'on l'aime, bisous ». Donc c'est bien la preuve que ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais le public ne se trompe pas, vous savez. Bien sûr. C'est ça qui est important. Parce qu'il ressent la sincérité. Oui, il faut être sincère, vrai, et puis voilà, dire ce qu'on pense. Mais en tout cas, être sincère et vrai. Et c'est ressenti. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique. Et tout de suite, c'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous croque sur Radio J. Ah, c'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Nina. On est obligé de la passer. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Goya. Bonjour. Alors je m'appelle pas Martine, mais je fais quand même la cuisine aujourd'hui en tout cas. Et pour le coup de fourchette, on va partir sur du riz. Je sais que vous adorez ça. Notamment le riz grillé parce que ça vous rappelle votre enfance. Ma mère m'a toujours dit de faire attention, de ne pas abuser du riz parce que ça peut faire office d'imodium. Bon. Ah, d'accord. Oui, non, on a des discussions très intéressantes à la maison. Non, mais ne restons pas sur cette image. J'aimerais aussi qu'on enchaîne le repas sur un gâteau d'anniversaire, évidemment, pour fêter vos 80 ans de cette année. Est-ce que vous avez une préférence pour le gâteau chocolat ? Moi, j'adore le chocolat. Alors gâteau au chocolat. On en a juste à côté qui va arriver. Ah bah magnifique. On a tout prévu. Ah super. Alors vous me direz, un gâteau d'anniversaire, c'est un peu moins original qu'un album d'anniversaire, mais bon, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas ? Moi, j'adore le gâteau d'anniversaire. Ah bon bah voilà, mais parfait. Complètement. Moi, j'aime bien dire c'est l'intention qui compte. Après, je sais que c'est une phrase qu'on dit pour être essentiellement poli. On va pas se mentir, parce que quand on reçoit un cadeau, c'est pas l'intention qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as laissé le ticket dans le sac pour que j'aille changer ton cadeau de merde. Non, je suis horrible. Je ne pourrais pas me plaindre si on ne me fait plus jamais de cadeaux. Je reviens sur l'album d'anniversaire intitulé Happy Birthday Chantal Goya, où des enfants ont repris vos plus grands tubes. Alors, je ne suis pas une enfant, même si ma tête peut suggérer le contraire, mais j'ai envie de vous rendre hommage en chantant. Je vais essayer de faire une petite rime un peu poétique, mais je crois que c'est pas trop ça. Après, comme je disais, c'est l'intention qui compte. Tout à fait. Non, nous sommes d'accord, Chantal. Toujours pas. Chantal Goya vous écoute, je crois. Ouais, alors je me suis permis, j'ai repris un de vos plus grands succès. Oui. Donc le tube Bécassine que j'ai adapté à vous, à votre vie.
Voilà, alors vous êtes prêts, on peut lancer la musique? Oui, on est prêts. Allez, c'est parti. Elle est née en belle saison dans la ville de Saigon. Son père et sa mère étonnés ne s'attendaient pas. La voir icône des enfants et des gays à la fois, mais également au cinéma. Aujourd'hui toute la France l'acclame déjà et vient fêter cette belle carrière, mais avant ça, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas, mais un tableau qui se trouvait là. Voilà, alors je suis partie sur votre début de carrière. Bien, hein. Ah, c'est gentil. Vous devriez mettre ma robe et je vous mets tout de suite sur scène. Allez, on part, ça part. Allez. J'ai essayé de mettre un peu Elle de... chante très très bien. Eh bien oui, on Elle a entend une jolie bien. voix de chanteuse. Moi, je suis tout enrouée, c'est catastrophique. Eh ben, je crois qu'il y a un duo qui va naître, Ah, quelque non, chose elle va chante naître très sur bien, cette c'est antenne. gentil. Alors, je voulais revenir sur cette anecdote de surnom et de tableau. Jérôme, vous l'aviez évoqué. Vous étiez ami avec des gens qui vivaient à Biarritz, il me semble. Oui. Et il y avait un tableau de Francisco de Goya. C'est ça, c'était des amis qui nous ont emmenés dans une belle propriété. Et nous, comme on était curieux, on dit on va aller voir qu'est-ce que c'est. Et en plus de ça, la chance, c'est que à chaque fois qu'il y avait un gros concert pour l'UNICEF, il y avait Sinatra. Et Frank Sinatra était invité dans ce château, qui est le château de Guy d'Arcang, à Arcang. Alors, il y avait toujours Luis Mariano. Alors, mon mari était un fou de Luis Mariano. Ouais. Et là-dessus, j'étais venue toute timide et je chantais pas vraiment encore. Et puis là-dessus, j'ai vu ce tableau de Goya. J'ai dit, mais c'est pas possible, on voit que ça dans les musées. C'était un vrai. Et le vieux marquis d'Arcang, qui était là assis, qui n'avait plus d'âge, a dit, mais vous vous rendez compte, cette petite Chantal, il faudrait qu'elle soit artiste. Et regardez ce petit garçon avec sa collerette, on dirait elle. Et vous devriez vous appeler Chantal Goya. C'est ce que j'ai fait tout de suite. C'est ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, Chantal Goya. Oui, et je vous raconte pas que quand je suis allée en Espagne pour chanter la chanson de la poupée, la muñeca et le conerito, le lapin en espagnol, j'avais tous les hommages et des grands... J'ai dit oui, c'est vrai, bien sûr que je suis de la famille de Goya, bien sûr, mais je disais rien, je continuais mon histoire. Alors, parce que moi, on m'a dit que je ressemblais à Selena Gomez. Peut-être, oui. Ah, c'est vrai? C'est qui Selena Gomez? Ah, Selena Gomez, c'est une grande star qui a commencé sur Disney Channel. Je crois qu'elle est d'origine mexicaine. De Justin Bieber. Ah d'accord, c'est la copine de Justin Bieber, c'est son ex-petite copine. Mais c'est une chanteuse et actrice américaine. C'était pas vous à l'époque vous n'avez pas Ah bah j'aurais bien aimé. Non, on m'a dit que je ressemblais à Selena Gomez, mais je crois que le mec était un peu bourré à ce moment-là. Donc je sais pas si j'aurais pu prendre Selena Gomez comme nom de scène. J'aurais peut-être pu m'appeler à la limite Selena Gomez, je sais pas. Hein, complètement gommée. Ça. Et puis Chantal Goya, je l'ai aussi dit dans ma reprise, enfin dans votre chanson, mais ma reprise de votre chanson. Vous êtes une icône pour les enfants, vous êtes une icône pour la communauté gay aussi. Oui. Deux mondes complètement différents au premier abord, même au second abord d'ailleurs. Vous êtes même repris dans les discothèques. Tout à fait. Et alors, il n'y a rien à voir entre ces deux mondes. Vous m'auriez dit une icône pour les enfants et une icône pour les papes. Bon... J'aurais pu faire le lien. Je suis désolée, Cyrielle, c'est la seule blague d'humour noir de cette chronique. Je sais que vous n'êtes pas fan de ces humours. Ah non, mais là, Chantal Goya, vous expliquez cette vanne. Je vous laisse vous débrouiller, cher ami. Non, voilà, j'ai dit que le lien entre la communauté gay et les enfants... N'expliquez pas. Je n'explique pas. Bon. Mais c'est l'enfance, tout simplement. Oui, vous savez, les gays sont très sensibles, ils aiment les belles choses et je crois que j'ai dû être quelqu'un de très important pour eux dans leur petite enfance. Oui. Ah bah ça c'est sûr, je crois que voilà, comme tout le monde, comme pour tout le monde. Bien sûr. Il n'y a pas de différence. Bien sûr. Et vous avez vraiment une énorme carrière parce que vous êtes partout. Vous êtes dans les salles de cinéma, de concert, dans les boîtes de nuit, dans les livres, dans la bande dessinée maintenant. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous êtes la prochaine icône du rap peut-être? Non, j'ai même fait de la part en rap devant tous les plus grands rappeurs. Mais j'ai vu devant Kenji et Maître Gims. Bah oui, parce que je me suis adaptée à eux. Je vous dis, je suis Gémeaux, je m'adapte quand même caméléon. Vous me donnez la plus belle poubelle, j'en fais une poubelle enchantée. Ah c'est bien, c'est adorable. Non, et en plus c'est drôle, j'ai vu que Booba avait repris son nom. Oui, parce que de votre chanson. Voilà, il n'avait pas repris. C'est le grand patron de Universal qui a demandé à Jean-Jacques Debout, est-ce que j'ai un jeune rappeur, est-ce qu'il pourrait s'appeler Booba? Voilà, donc il a fallu vous demander l'autorisation, c'est ça? Parce que par politesse, c'est quelqu'un de poli, Pascal Nègre. Et puis du coup, on a dit oui, mais finalement, c'était même pas à nous donner l'autorisation, c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais on s'en fiche. On a dit oui, ça leur a fait plaisir. Et surtout, ça lui a porté chance. Du coup, je me disais, est-ce que je peux vous demander l'autorisation de m'appeler Selena Gomez?
Ou Bah pas, oui, avec vous- plaisir. Vous me la donnez? Justin Bieber va être très content. En tout cas, vous n'êtes pas prête d'arrêter votre carrière comme vous le disiez. Non, On a j'arrêterai pas. hâte de voir le prochain domaine dans lequel vous serez une icône. Voilà, j'ai envie de dire ça, de terminer sur ça. T'es très gentil, merci. Merci beaucoup Nina Azoulay. Et puis puisqu'on parlait de Booba qui s'appelle de base Eli Yafa. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Nina Azoulay. Rendez-vous la semaine prochaine évidemment sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, on passe au tac au tac. On va passer au tac dans cette émission. Chantal Goya, c'est très simple. Je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses relativement courtes. Est-ce qu'on peut tenter ça, Chantal? Oui, on va essayer. C'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour? D'être chacun d'être jamais collés ensemble. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Tout ce qu'on voit à la télévision qui est souvent déprimant. Si vous pouviez changer de peau, si vous pouviez, vous seriez qui ou quoi? Changer de peau? Être quelqu'un d'autre. Vous pouvez me dire que vous ne voulez pas. Non, je veux pas. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Chantal Goya? C'est ce que je n'ai pas changé. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Oh, j'ai fait plein de choses. Hein. La première qui vous vient en tête. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou? Elles sont difficiles, vos questions. De plus fou pour quelqu'un, je sais pas comment vous expliquer. L'épouser, lui faire des enfants, partir en voyage. Ah non, c'était pas de plus fou, c'était tellement sincère et c'était pas quelque chose de plus fou. Il y a des choses complètement barjots que j'ai fait, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me souviens que j'ai chanté à Madagascar et c'était un moment où il y avait un gouvernement, très 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 compliqué. Et devant moi, j'avais autant de militaires avec leurs fusils. Et je lui ai dit, mais attendez, ça va pas, c'est le lapin qui a le fusil, c'est pas vous. Ah. Là, il fallait que je me taise parce que oui. Ça pouvait tourner très mal. C'était fou, en effet. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous, Chantal Goya? Moi, je suis quelqu'un de généreuse, je donne, et puis je suis heureuse de faire plaisir aux autres. Vos 3 grands plaisirs du moment? D'être avec vous, déjà. Ensuite, de faire ma tournée bientôt. Et puis, de savoir que ma famille est autour de moi. Votre surnom? Quand j'étais petite, il m'appelait Chanchan, Chantalou. Chantalou. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces prénoms? Moi, je m'appelais comme je voulais, Chantal. Votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est de prendre la vie du bon côté et puis d'avancer. Et enfin, votre prochain rêve à accomplir, Chantal Goya? On est en train de préparer quelque chose d'important, justement, comme elle me demandait. Suggéré par Nina Azoulay. Qu'est-ce qui va se passer? On est en train de faire peut-être... très bientôt, pendant 2-3 ans, un très beau spectacle en dessin animé, 3D. On va rester très vigilant sur ça. Au cinéma, avec mes chansons, évidemment, chantées. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Il faut que tout aille bien, il faut avancer. Et puis, tout de suite, Chantal Goya, puisqu'on a recueilli tout ce que vous nous avez dit sur l'antenne de Radio J, c'est votre portrait. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et c'est donc avec Nathalie Daudrieux que l'on découvre votre portrait, Chantal Goya. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Goya. Eh bien, j'ai pu partager avec vous ce moment et écouter attentivement tout ce qui s'est dit ici. Il y a votre enfance qui est décrite comme une enfance heureuse, dans un climat de famille très soutien, très partage, très beaucoup de vie. Et en même temps, il y a des souvenirs qui sont évoqués, qui sont quand même chargés de profondeur, d'intensité, de gravité. Et j'ai tout de suite ce détail, cette anecdote où la petite fille sort de sa cachette, déjà parce qu'elle est intrépide, mais aussi parce que finalement ça sauve la vie de papa. Ça, c'est quelque chose de très marquant qui peut-être a un impact sur tout l'ensemble de votre carrière, l'ensemble de votre vie. Vous avez raison. C'est vraiment le fait de sortir de cette cachette. Alors moi, j'ai tout de suite vu le lapin aussi dans sa chanson. Il y a des images très créatives aussi. J'ai été contaminée par votre imaginaire et votre créativité. Et je pense que cette petite fille qui sort de sa cachette, ça teinte immédiatement tout l'ensemble de votre carrière et de votre vie en osant finalement être un personnage public, se montrer. Il n'y a pas d'autre endroit où on est sur scène plus visible, au cinéma bien sûr, mais le spectacle vivant, c'est quelque chose qui est un peu sans filet, comme la petite fille déjà à l'époque qui était sans filet.
parce que c'était carrément provocateur de la part d'une enfant de pouvoir venir contrarier l'autorité et l'autoritarisme du Viet Cong. Et ça, finalement, vous l'apportez aussi dans votre existence parce que vous savez très très bien dire non. Il y a une forme de... Vous êtes extrêmement tranché parce qu'en fait, vous savez vous choisir. Et c'est quelque chose que l'univers vous rend bien, la vie vous rend bien, parce que on vous choisit. À chaque fois, vous dites que le téléphone sonne et que les rencontres arrivent. Et finalement, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de soi, déjà, il y a une forme de choix, de justesse et d'amour pour ce que vous êtes et ce que vous savez bien faire. Une forme d'authenticité où vous êtes loyal envers vous-même et l'univers vous le rend bien. Bien sûr, les partenariats, les magnifiques rencontres que vous avez. Mais c'est aussi parce que vous savez dire non. Alors moi, je trouve ça hallucinant de pouvoir être en accueil parfait de qui vous êtes, même au moment où Hitchcock vous propose un film éblouissant. Eh ben non, vous êtes enceinte de votre deuxième bébé et votre projet et votre amour pour ce projet, cette créativité, cette co-créativité prend le dessus et vous dites vous n'êtes pas carriériste. Mais finalement, c'est comme si tout arrive et tous les événements se produisent et se présentent à vous sans que vous l'ayez vraiment choisi. Ça se déroule. Et c'est ça la magie. Et c'est pour ça que vous savez bien la créer, la diffuser, il me semble, aussi sur scène. Et c'est l'anecdote de cette actrice qui avait accepté de poser nue où vous avez refusé. Vous dites, oui mais elle était actrice. Comme s'il y avait une séparation entre le personnage et la femme qu'elle était. Alors que chez vous, je sens qu'il n'y en a pas. Non, c'est vrai ce que vous dites. Il y a une forme d'absolu, de totalité, de plein de vous. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'il n'y a pas de mensonge. Et en même temps, il y a beaucoup de travail. Il y a le goût des belles choses. Vous êtes minutieuse, peut-être même contrôlante, avec beaucoup de cadres, beaucoup de discipline, malgré le fait d'avoir été élevée dans un cadre où il a fallu être obéissante. Il y a aussi cette façon de pouvoir se dire, là, je contrôle et on va aussi faire à ma façon. Exactement. C'est fou ce que vous me dites parce que c'est tellement vrai, parce que je ne sais pas être commandée par quelqu'un, parce que je suis très intuitive et je ressens les choses et les belles personnes et les bonnes choses, je les ressens tout de suite. Exactement. Et des fois, je pars dans une folie de précipice rien que pour éliminer des gens qui m'ennuient. Je me dis, je vais aller jusqu'au bout dans le bas pour pouvoir les enlever. Et quand ils seront enlevés, c'est comme si je devais me purifier de quelque chose. Oui. Et puis je repars parce que là, je suis libre de beaucoup de choses qui m'ont polluée. Et ça y est, je repars. Et oui, parce que vous êtes une exploratrice. Donc vous n'avez pas peur d'explorer l'événement quel qu'il soit, ou même peut-être la personne, et d'approfondir ça. Il y a toujours une pépite à trouver à l'intérieur. C'est vrai. Et donc je pense que j'ai en face de moi une femme qui célèbre l'amour et la joie. Comme si pour vous, à l'image du sang qui coule dans les veines, c'était la seule façon de créer sa vie et de l'offrir en partage. Alors je vous remercie beaucoup Chantal Goya, et aussi en tant que petite fille qui m'a donné aussi beaucoup envie de chanter et danser. C'est tellement gentil, merci à vous, parce que je crois que vous m'avez tellement dit de belles choses et en même temps qui sont vraies, et je pense que le grand succès de toute cette histoire de ma vie, c'est que j'ai toujours été en osmose avec moi-même. Et ça c'est ce que m'avait dit Jean-Paul Goude, qui est un grand publiciste qui m'a vu au théâtre, au Palais des Congrès. Il a dit à Jean-Jacques, Chantal, c'est invraisemblable, elle est en osmose avec elle-même. C'est-à-dire que je ferai toujours le mieux pour être bien et donner le meilleur de moi-même parce que je suis bien avec moi-même. Et je ne sais pas tricher. C'est ça, et c'est aussi peut-être parce que vous avez accepté aussi vos parts un peu plus dérangeantes aux yeux du collectif. Oui, j'assume, c'est tranché, je sais repérer quand ça me va, quand ça me va pas. Et puis je leur dis à tous, de toute manière, vous pouvez tout essayer, j'ai une robe en toile cirée, donc tout glisse. Alors là, c'est fini. Exactement. Merci beaucoup, Chantal Goya. Merci beaucoup. Merci mille fois Nathalie Daudrieux pour ce très beau portrait de Chantal Goya sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. Chantal Goya, merci beaucoup pour cet échange, d'avoir été avec nous. Je rappelle bien sûr la sortie de votre BD Chantal Goya, l'intrépide Chantal Goya, écrit par vous-même et Fabien Lecoeuvre, illustré par Pascal Witt. C'est aux éditions Signe, mais également je rappelle que vous êtes sur les routes de France et de Belgique pour plus de 40 représentations avec ce nouveau spectacle qui s'intitule Sur la route enchantée. C'est jusqu'au 26 mars. Et puis bien sûr cette chanson
Toi mon doudou, qui vous tient particulièrement à cœur et qu'on diffuse sur l'antenne de Radio J et qui fait partie de l'album réédité Chantal Goya chante Noël avec cet inédit. Et puis cet album également Happy Birthday Chantal Goya, chanté par Club Grenadine, ses enfants à qui vous rendent hommage et où vous chantez quelques titres avec eux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et puis surtout à votre public que je suis et que j'aime tellement. Et j'espère de tout mon cœur venir un jour chanter en Israël. C'est ce que j'allais vous dire. Rendez-vous en Israël, merci. Chantal Goya. Le rendez-vous est pris. On va tout faire pour. En tout cas, merci mille fois d'avoir été notre invitée. Merci à l'artiste June the Girl d'avoir été mon coup de cœur du jour en démarrage de cette émission sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup à Philippe Saint-Clair et puis à Ethan Anoukaïef à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui. Diane Bismuth pour l'aide à la préparation de cette émission pour son avant-dernier jour. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et bien sûr toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore et encore et on se donne rendez-vous demain dès 15h avec Christelle Albaré que nous connaissons bien, qui était notre psy sur l'antenne de Radio J, qui sort un livre formidable sur la nourriture et son rapport à elle. À demain et belle journée à tous sur Radio J.